Bienvenue dans Entrepreneur, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui ont décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Je suis ton hôte Quentin Lissard et aujourd'hui on va découvrir un nouveau parcours. Alors installe-toi confortablement et je te dis à tout de suite dans l'épisode. Du coup c'est bon, là on fait le podcast, donc on est enfin en ligne. Je suis toujours figé de mon côté, Oui. moi je vois très très bien. En tout cas non, je suis content de vous avoir dans le podcast. Parce que ce qui est marrant, c'est que nous, on s'était vu, c'était quoi? C'était au Fitex, C'était au Fitex à Paris, ouais. Paris. si je dis pas de bêtises. Donc non, c'est sympa qu'on puisse se faire un podcast. De toute façon, c'est un monde, le monde du sport qui est petit. Juste pour vous introduire rapidement, après vous le ferez mieux que moi, hein, mais du coup, vous avez co-créé Black Belt. Donc Ça. c'est une marque. Initialement, vous avez commencé avec un gel douche qui a plein de propriétés. On va en parler. Et maintenant, vous êtes aussi, vous développez une gamme de compléments alimentaires. Oui. Ouais. Et voilà, ce qui est cool, c'est que du coup, bah, vous avez commencé avec un produit phare et bah, vous vous déclinez aussi sur autre chose. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez un petit peu vous présenter et après présenter aussi un petit peu Black Belt? Oui, bien sûr, bah, vas-y, Bah oui, on commence. peut se présenter effectivement. Alors, globalement, on a un parcours dans les sports de combat qui est assez similaire. Nous, principalement, on a pratiqué, très, très longtemps boxe française, taekwondo, kickboxing, hapkido aussi qui est moins connu, mais qui comprend des projections et cetera et des frappes, qui est coréen. Et voilà, on a donc plusieurs ceintures noires dans cette discipline-là, discipline qu'on a enseignée pendant, pour ma part 16 ans et Fanny plus de 10 ans aussi. On avait monté un club à Donc c'est un club. Strasbourg, de taekwondo qui était un des 5 plus gros de France avec 350 élèves. Moi, j'étais président du comité départemental du Bas-Rhin de taekwondo. Fanny était la secrétaire pendant 6 ans. Bref, c'était voilà, on est impliqué jusqu'au cou dans les arts martiaux au départ et sports de combat. Et donc, bah, du coup, fatalement, la marque s'appelle Black Belt parce que, il y a ce passé-là, c'est aussi un peu notre histoire, quoi. Notre Et ADN, voilà, ouais, voilà. notre histoire. Et puis on s'est dit que forcément tous les sportifs avaient cette recherche parce que la ceinture noire c'est, bah, une certaine exigence, un certain travail, un certain dépassement de soi, voilà des moments où aussi il faut se remettre en question et cetera. Et ça, je pense que tous les sportifs peuvent se reconnaître dans ces valeurs-là et c'était aussi l'idée de véhiculer ces valeurs-là à travers le nom de la marque. Bah, écoute, je sais pas si Fanny, tu veux aussi te présenter, mais je crois que Romain l'a très bien fait Mmh. au-dessus. Si j'avoue. Oui, bah, voilà, donc j'ai effectivement, donc moi c'est Fanny et donc effectivement on a le même parcours puisque, bah, on a créé le club ensemble et voilà, on a souhaité faire un club de taekwondo qui nous correspondait, qui était à notre image et voilà, on a Ouais. pratiqué et enseigné pendant 10 ans, avec ce club. Voilà, on a enseigné différentes disciplines, hein, mais Voilà. c'est vrai que, bah, le taekwondo, on y mixait un peu tout d'ailleurs au final, parce qu'on faisait aussi des travails au gants, comme en pied-point, en boxe et cetera. Mais ouais. Et ensuite, ben, on a voulu aller vers une nouvelle aventure et ben, justement, on parlait du produit, qu'on a créé, en fait, qu'on a développé et l'idée est venue, en fait, de nos adhérents. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de ce produit-là parce que, ben, on essayait aussi de se différencier sur le marché. Alors, l'idée est venue de nos adhérents, pas tout à fait, mais disons qu'on a eu un il y avait toujours la petite blague qu'on Ouais. devait être sponsorisé par une marque d'arnica étant donné tous les coûts qu'on prenait. Et en fait, au final, les gars, bah, des crèmes, des huiles, ils s'en passent pas parce que c'est pénible, c'est quand même pas toujours pratique à mettre. Faut y penser, faut emmener, le truc, faut l'appliquer. Parfois, tu as un gars qui va passer du baume du tigre dans le vestiaire et tu en as 20 autres qui vont s'en plaindre à cause de l'odeur. Enfin voilà, donc les crèmes et les huiles, c'est pas toujours, ce que les gens préfèrent passer. Et après, bah, les poudres, les gens ne veulent pas tous en prendre et puis de manière générale, même si tu dis à quelqu'un: «Bah, prends des compléments pour mieux récupérer, prends des choses», la routine, il va le faire un peu, puis il va arrêter de le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, fallait mettre la routine de récup dans la vie du sportif plutôt que de le contraindre à avoir une routine qui ne tiendra pas. Et c'est vrai qu'on a vu des gens avoir des blessures de fatigue ou faire des contre-performances parce que pas en forme et qui négligeaient leur récup. Et c'est comme ça qu'on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait emmener, la récup dans la vie du sportif et c'est là qu'est née l'idée, en fait. Donc oui, c'était soumis par les gens, mais voilà, c'était un travail de réflexion dessus et c'est ce parcours, notre parcours qui nous a emmenés à penser à ce produit, quoi. Mmh. C'est génial parce que justement, vous avez du coup un parcours, bah, forcément, vous avez une vie avant, notamment quand vous avez géré le club, etc., de taekwondo. Euh, Oui. ce qui est génial, c'est qu'en vrai, l'idée, on peut vous la donner, ou en tout cas vous dire, voilà, il y a ça qui serait bien de faire. Et par contre, entre le moment où vous avez cette idée-là et le fait de passer à l'action, il y a un monde quand même. Donc, Ah, en fait,
En fait, il y a Ouais. 2 ans. Ouais, il y a 2 ans de Ouais. recherche et de développement et de réflexion et de sourcing produits et cetera, donc ouais, c'est pas simple. La cosmétique, c'est très, très long. Savoir que les compléments alimentaires, c'est très réglementé, hein, on peut pas mettre n'importe quoi sur le marché et cetera. Il y a quand même des déclarations et des choses à faire. Mais la cosmétique, c'est encore plus compliqué. En fait, tu as C'est pire. vraiment des dossiers techniques, tu as vraiment des tests, des multitests qui doivent être faits avant de pouvoir mettre un produit sur le marché. Donc c'est hyper, hyper normé. Ouais, le complément alimentaire, c'est beaucoup plus facile Ouais, en réalité que la que la cosmétique. cosmétique, ouais. Ouais. Et donc oui, bah, en fait, on a mis, en tout, de l'idée qu'on a eue jusqu'à développement Et et l'aboutissement. d'avoir l'aboutissement du produit, c'est à peu près, 2 ans effectivement de réflexion et tout ça et voilà et après, bah, on se rapproche de professionnels aussi, qui nous permettent de créer ce produit parce que, ben, de la cosmétique, comme on disait, c'est très réglementé, donc c'est fabriqué dans un laboratoire, dans une des chambres blanches, ce genre de choses, En Alsace? en Alsace. Ouais, ouais, pourtant. Ouais. Exactement. Pareil, Strasbourg, ouais. Et après, bah, on voulait qu'il y ait, une vraie efficacité, donc il a fallu faire énormément de prototypes. On en a fait à peu près combien? Oh, plusieurs dizaines de dizaines, il y a eu les premiers prototypes étaient catastrophiques parce que malheureusement, en fait, il y avait en fait, on a mis, par exemple, du zinc et du magnésium, qui sont des éléments minéraux pour la récup, hein, qui sont connus. Mais le problème, c'est que ces éléments minéraux, donc quand tu te laves les cheveux avec le gel douche, ça faisait au départ un effet trépaille et cetera. Donc il a fallu ruser avec ça pour que ça utilise le shampoing. Il y a eu des moments où ça ne fonctionnait pas non plus sur les premiers prototypes. Bah, parce qu'en Tellement fait, on était comme efficace. on met des ingrédients actifs, on en met plusieurs, chaque ingrédient actif pouvait faire des interactions avec l'un et l'autre. Donc la formule à stabiliser a été très, très longue et après il y a tout un process de fabrication À justement respecter, ouais. à respecter pour que, il y ait l'efficacité voulue, en fait. Alors moi je pense qu'on attaque un peu le problème par la fin, mais Ouais. parce que nos auditeurs, ils savent pas forcément ce qu'on a Ouais, c'est fait ça, ouais. et c'est vrai que c'est une discussion entre nous, on se connaît un peu plus. Mais clairement, faut peut-être juste préciser qu'effectivement notre gel douche, il a plusieurs vertus reconnues par des tests qui ont été faits par des labos indépendants et notamment celui d'être, anti-courbature et ça, c'est le premier gel douche au monde qui a cette certification-là parce que c'est des labos certificateurs avec panel test et cetera, d'anonymes, de sportifs anonymes qui permettent d'avoir ces accréditations-là et voilà et donc en fait, oui, on est le premier gel douche anti-courbature au monde, ce qui est forcément un effet variable selon chacun. Il y en a qui vont nous dire: «C'est génial, j'ai aucune courbature», alors que j'ai fait une séance jambes en salle de muscu, que j'ai chargé comme un bourrin et j'ai rien. Ça, c'est le meilleur des cas, mais on peut pas garantir ça à tout le monde. Il y en a qui vont avoir juste un mieux, avoir moins de courbatures et l'étude avait montré un effet, de baisse, alors généralement autour de -30, -50 mais il y a des gens dans l'étude qui sont allés jusqu'à -80 de baisse mesurée. Énorme. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand tu fais enfin, je pense que tout le monde a déjà fait un gros leg day, dans une salle de sport et quand 2 jours après, en fait, au lieu de marcher comme un canard, bah, en fait, tu es bien et tu peux même faire une séance parce que 62 du panel a dit qu'ils pouvaient refaire une séance sur le même groupe musculaire, après, une séance pardon de plus par semaine, après grâce à l'utilisation de ce gel douche, en faisant pas grand chose puisque finalement tous les sportifs vont prendre leur douche, quoi. Et comme on le disait, nous l'idée c'était vraiment que les gens, aient la routine sans se préoccuper d'une récup. Donc c'est au départ pensé pour les gens qui ne font pas du tout de récup et leur faciliter la vie, mais au final beaucoup de gens l'adoptent parce que c'est vraiment un plus dans leur récup en général, quoi. Donc oui, il y a l'anticourbature, il y a le gain sur la fatigue musculaire aussi qui a été prouvé pareil, il y a eu un gain, un effet relaxant, bien-être Ouais. et bien sûr, bah, avec tout ce qu'on met dedans, arnica, Golteri, romarin camph et cetera, il y a ces choses-là, ce sont des anti-inflammatoires naturels pour tes tendons et tes ligaments. Donc on a beaucoup de retours aussi d'ailleurs clients qui nous disent: «Ah moi je fais régulièrement des tendinites ou des choses comme ça et là ça me va beaucoup mieux». Donc voilà, c'est aussi ça et l'idée, c'est qu'il y a oui l'effet anti-courbature, c'est un peu alors là je vais un peu être, je vais un peu le dire bizarrement, mais ça peut paraître marketing, mais en fait c'est ce qui frappe les gens. Parce que quand tu vois un gel douche anti-courbature, ça te frappe. Et en fait, il y a pas qu'un effet marketing derrière, c'est vraiment un vrai produit anti-courbature, mais c'est un produit de récup en général. C'est plus que juste l'effet anti-courbature. L'anti-courbature, il est là pour te marquer, pour arrêter le gars si tu veux qu'il voit le panneau. Mais au-delà de ça, tu as une vraie récup, que ce soit tendineux, musculaire, ligamentaire, et cetera. On essaye d'éviter les blessures, on essaye d'avoir un corps plus frais pour mieux performer et voilà, en fait, c'est toute l'idée en faisant le moins de choses possible puisque, bah, prendre une douche, je pense pas que ce soit très compliqué, quoi. Ah mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que moi, je travaille avec des sportifs de haut niveau et même maintenant, j'ai plein de reportages qui te montrent que des personnes qui sont pas sportifs de haut niveau s'entraînent de plus en plus comme des sportifs de haut niveau. Alors qu'ils ont un mode de vie, tu vois, plus res enfin normal.
Oui, Et oui, parce qu'ils ont un boulot à côté, parce qu'ils ont une famille, parce que tout ça. Alors les sportifs de haut niveau parfois aussi, mais je veux dire, c'est vrai qu'ils ont pas le staff Ils derrière. ont pas, voilà, ou Là, la on a possibilité de le faire ou voilà. un des athlètes qui nous recommande, qui est, Johan, qui est un athlète de handbike, qui en fait est du vélo avec les mains en handisport, qui était aux Jeux olympiques. Il a fait 2 fois vice-champion olympique, donc de handbike. C'est quelqu'un qui est très fan de notre gel douche parce que justement, dans l'handisport, il y a très peu de moyens, on va être honnête, hein, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en fait, quand il est dans des grosses compétitions comme les JO, il y a tout un staff de kinés, hein, c'est lui qui nous l'a confié, et il a dit, bah, la différence, quand tu as des kinés, des ostéos et tout qui te massent, c'est génial. Et je pense que les sportifs de haut niveau, ça fait longtemps qu'ils ont compris que la récup, c'est indispensable, quoi. Si tu veux performer, si tu veux perdurer, etc. Et en fait, aujourd'hui, bah, lui, il me dit lui-même: «Quand j'ai plus les compétitions, bah, du coup, j'ai plus de staff de récup et le gel douche, il vient vraiment m'aider à simplifier ma récup et à faire du bien sans me prendre la tête» et voilà. Tout le monde ne peut pas avoir tout un staff de récupération en tant que sportif. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment vers une récup la plus complète et la plus simple possible, quoi. du coup, le jet douche, tu me disais quand c'était vu au Fitex, par contre pour qu'entre guillemets, «il soit efficace», faut quand tu es sous la douche, faut que tu le laisses appliquer une trentaine de secondes, Oui. histoire que les agents, actifs, enfin, je sais pas le terme précis, mais puissent, vraiment entre guillemets, bah, pénétrer la peau. Oui, bah, en fait, effectivement, la seule consigne d'utilisation, c'est de couper l'eau le temps de se savonner, donc en fait ou sortir du filet d'eau. Couper l'eau, c'est mieux écologiquement. Normalement, tout le monde le Voilà, fait pour raison normalement. écologique Vraiment ou tout le monde éco. un peu, ouais, enfin j'espère en tout cas. Ouais. Voilà, mais il faut pas rester sous le filet d'eau et se savonner en même temps. Voilà, parce que, sinon, ben, le produit, il a pas le temps, de pénétrer. Donc il faut couper l'eau, sortir de l'eau et se savonner l'entièreté du corps. Ce qu'on conseille en général, c'est de commencer par exemple par, les parties musculaires. Alors si tu fais de la musculation, par exemple, je sais pas, tu as fait une séance leg day, ben, tu vas commencer par te t'appliquer le produit sur les jambes et ensuite tu fais l'entièreté de ton corps. Voilà, tu peux commencer par les zones où tu es plus sensible et ensuite, il faut effectivement entre 30 secondes à 1 minute, le temps que les huiles essentielles puissent pénétrer dans la peau. Et en fait, les huiles essentielles, c'est des toutes petites molécules qui vont justement pénétrer très rapidement et elles vont emmener avec elles, comme ce sont des corps gras, elles vont emmener avec elles, en fait, ben, le zinc, le magnésium, les vitamines, hein, qui sont donc les minéraux et ça va pénétrer comme ça dans l'organisme et donc ça va rentrer dans la circulation sanguine et se diffuser aux ligaments, aux muscles, aux tendons. Il y a une vraie pénétration sous la peau parce que les huiles essentielles notamment, alors c'est la seule contre-indication sur notre gel douche, c'est que c'est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes parce que les huiles essentielles peuvent aller jusqu'au fœtus. Donc c'est qu'il y a une vraie pénétration dans l'organisme, hein. Ouais, en réalité, les gens pensent toujours que la peau, c'est une barrière étanche, mais c'est très loin d'être le cas. Et faire attention, de manière générale, aux cosmétiques qu'on se met sur la peau, parce que bah, on va retrouver, enfin, il y a plusieurs études qui l'ont montré, où on retrouve des traces de ce qu'on met en crème sur la peau, Mmh. jusqu'à dans les urines. Donc, je veux dire, à un moment donné, Waouh! si ça passe dans les urines, c'est que ça a bien fait le tour du corps. Et c'est pas du tout une barrière étanche, parce que les pores de la peau sont là pour faire respirer la peau. Et en fait, il y a des choses qui peuvent passer, c'est à partir du moment où la molécule est plus fine que le port de la peau, quoi. Mmh. Et le cas des huiles essentielles, c'est le cas, mais il faut quand même effectivement cette petite durée, idéalement d'1 minute pour qu'elle pénètre, tous et complètement. Et c'est pour ça qu'effectivement on préconise de se savonner hors de l'eau, pour pas que le produit soit rincé instantanément, mais que dans le temps où tu te savonnes, tu vas mettre 30 secondes à 45 secondes de te savonner. Les filles, c'est encore plus long parce qu'elles font des masques pour les cheveux et tout ça, Nous, donc c'est elles, long en général, ils ont hein. 3 4 minutes devant elles. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, laisser appliquer 1 minute, c'est vraiment top, comme ça tout a pénétré et après tu rinces et c'est fini et les agents moussants, ils restent évidemment à l'extérieur et comme ça c'est réglé. C'est super intéressant et tu vois, quand, là, c'est assez technique, hein, et c'est très bien expliqué justement parce que c'est voilà, vous arrivez à vulgariser ça pour le plus grand nombre et ça se voit que vous êtes bien rodés, forcément, c'est votre produit. Comment on apprend justement, toutes ces connaissances, Bah, sur les agents et cetera? Est-ce que vous avez une formation ou c'est vraiment sur le terrain? alors en Vous avez fait, nous pour le coup, comme l'a dit Fanny avant, on s'est rapproché de personnes compétentes et aujourd'hui, bah, évidemment, on travaille avec des docteurs en pharmacie et des laboratoires et des ingénieurs en cosmétique et des ingénieurs en santé par la cosmétique et cetera. Et effectivement, c'est leurs compétences dont on a besoin parce qu'elles sont manquantes chez nous, hein, on va le dire, hein. Et aujourd'hui, on a besoin de personnes comme ça, mais de même que sur la nutrition, on travaille, on a des gens qui sont ingénieurs en nutrition parce que sinon, à un moment donné, ça s'improvise pas, hein. Et très clairement, nous, l'idée de départ, c'était de fusionner les crèmes et les gels douche. C'est-à-dire de prendre les crèmes, les huiles et de fusionner ça avec un gel douche pour que ce soit en 2 en 1. Donc en fait, l'idée, elle est simple en soi,
Mais la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est là où on a eu besoin de beaucoup de temps et beaucoup de prototypes pour y arriver et clairement aujourd'hui, on sait qu'il suffit pas juste de mélanger les ingrédients pour que ça fonctionne et il faut aller un petit peu plus loin sur les parties techniques et c'est là où ces compétences-là, elles rentrent en ligne de compte et c'est vrai que, voilà, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Mmh. et tout ça, en fait, c'était l'idée vraiment de reproduire les crèmes et les huiles en même temps qu'une douche et après nos petits magiciens de la chimie, de la pharmacie plutôt, ont fait le travail. Mmh. Il y a un point qu'on a un petit peu abordé au début, et que là, du coup, on arrive un peu plus sur la fin de celui-ci, mais c'est concrètement demain, si nous, on veut créer un produit cosmétique, comment ça se passe? Qui on doit aller voir? Et en termes de réglementation aussi, à quel point c'est dur? Parce que pareil, là, vous avez fait un produit, un gel douche qui est formidable, mais juste pour expliquer aux personnes qui nous écoutent que, OK, ça prend 2 ans, mais c'est aussi tellement de galères, j'imagine, pour Ouais. sortir un produit comme ça. Alors déjà, c'est un budget, hein, faut quand même se Ouais. mettre à truc. Alors aujourd'hui, très concrètement, alors on parle un peu podcast entrepreneur, hein, on parle un peu Oui, bah, bien sûr, ouais. qui veulent entreprendre des choses. Donc tout d'abord, on va pas se mentir, il existe des marques blanches, c'est-à-dire qu'en gros, des produits standards aujourd'hui en cosmétique, si demain vous voulez sortir je sais pas, un baume à lèvres, un truc qui est standard, Une crème, une crème, n'importe quoi, un truc très standard, il existe des marques blanches. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la même chez tout le monde, on colle votre étiquette dessus et c'est parti. Il faut quand même à minimum faire une déclaration. Donc il y a c'est un un portail cahier, pour ça, voilà, il y a un portail DIP, mais qui est fourni généralement par le fabricant quand c'est une crème en marque blanche. Ce qu'il faut déclarer effectivement à la répression des fraudes pour vulgariser. Et en fait, du coup, vous avez une autorisation de mise sur le marché parce qu'elle est conforme. Mais ça, c'est plus ou moins la personne qui fait la marque blanche qui va vous le transmettre. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus facile. Attention quand même aux quantités parce que très vite, il va falloir acheter des quantités sur 500 ou 1000 pièces et pour une seule référence, hein, j'entends. Et du coup, effectivement, derrière, vous avez un produit qui est souvent cher parce que vous achetez finalement peu de quantité pour eux. Et donc du coup, pour faire une marge, c'est compliqué et surtout, vous avez rien de différenciant puisque tout le monde a la même crème. Je veux dire, demain, vous sortez une crème, hydratante, c'est une crème En fait, hydratante, c'est des formules de base où il y a pas de recherche, de développement. Il y a pas de recherche et non, développement. c'est ça. C'est des formules qui sont créées par le laboratoire Mmh. et ça va être la plus basique, si je Oui, c'est puis ça, dire, c'est ça. possible, hein. Donc, il y a pas de recherche forcément sur un produit, que tu veux sortir Voilà. spécifique, quoi. Et ton premier problème, ça va être que pour te différencier, c'est compliqué puisqu'en fait, tu as une crème comme tout le monde. Si tu Voilà. fais une crème pour les mains, c'est une crème pour les mains. OK, ma crème, elle est bien. OK, oui, elle est bien comme les autres et en fait, C'est du marketing, quoi. Ouais, ouais, ça c'est va être ça. difficile de te différencier et surtout, tu vas avoir un prix d'achat cher pour un prix, voilà. L'autre option, c'est de créer tes produits. Donc là, effectivement, certains labos proposent, hein, des recherches et développements. Concrètement, ça chiffre vite à 6 chiffres, hein, on va être honnête. Parce que là, la création, c'est une création de formule, en fait. Ouais, c'est une Ouais, de création de 0, quoi. formule et Mmh. plus il y a de complications, plus évidemment c'est facturé et c'est cher et après il y a des tests, c'est-à-dire que le test cutané, je crois qu'il a duré 6 mois. Ouais. C'est-à-dire que pour être mis sur le marché, déjà, il faut des tests, des patchs produits sur des panels qui soient validés par d'autres labos indépendants et cetera. Il y a des tests de compatibilité entre le produit et le Et le flacon pour voir qu'il contenant. y a pas de rejet. Mmh. Enfin, c'est hyper long. Ils mettent ton flacon dans du chaud, dans du froid, dans des étuves à 60 degrés pendant des mois. Enfin bref, personne ne fait ça. Mais en tout cas, ils le testent vraiment, vraiment longtemps et ça met au moins 8 mois de test. Et après, quand tu veux avoir comme nous un étude certificateur, c'est une étude que tu payes en plus pour effectivement demander un labo certificateur indépendant. Nous, ça a été SGS, hein, qui est sur les 5 continents. Tu payes ça en plus pour qu'ils te fassent un test et qu'ils te rendent un rapport qui est en anglais. Si tu le veux en français, tu peux encore payer pour le traduire. Tout est payant. Faut se dire ça dès le départ. Donc c'est quand même assez, faut quand même avoir les reins assez solides pour lancer quelque chose dans la cosmétique. Très clairement, si tu veux te lancer là-dedans, parce qu'en face, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même des géants qui ont un budget que toi, tu as peut-être même un beau budget pour démarrer, mais ce budget-là, eux, ils peuvent le claquer en 1 heure juste parce qu'ils ont envie de faire un coup de com', quoi. Ouais, c'est Donc clair. c'est là où en fait on n'est pas du tout dans le même monde et il faut être très pragmatique et il faut vraiment réfléchir à ce que t'emmènes et être prêt à prendre le risque de perdre de l'argent aussi. Ça, on va pas se mentir, hein. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Faut quand même en avoir conscience. Ce qui est fou, c'est que justement, quand toi, tu pars de zéro et que tu veux créer une formulation, en fait, si tous les tests, du coup, te disent que le produit n'est pas valide, en fait, la dépenser des milliers d'euros pour rien, Ouais. quoi. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est exactement ça. Si maintenant le test n'était pas concluant, il faut retravailler ta formule, donc tu repayes en développement pour repasser un nouveau test que tu repayes jusqu'à ce que ça marche.
Il faut savoir que, bah, on n'a pas parlé par rapport à la cosmétique, justement, les allégations et tout ça. Oui, ça, c'est réglementé. C'est très réglementé parce que tu ne peux pas alors même sur les produits de Ah, compléments alimentaires, aussi, ouais. mais les allégations en cosmétique, c'est pareil. Les allégations, c'est ce que tu notes sur ton produit. C'est-à-dire que gel douche anti-courbature, tu veux pas le noter si, ça n'a pas été prouvé et donc c'est là où, bah, du coup, si ça n'a pas été prouvé, ben, Mmh. effectivement, tu Ah bah, oui, oui. tu es Et obligé limite, de faire C'est quoi? Comment ils le prouvent? C'est ils font une étude, ils c'est quoi? font C'est des une étude du coup sans gel douche, une étude avec le gel douche? Ouais, en fait, c'est une étude effectivement faite comme mmh, ça par, un labo qui déjà est certificateur, donc c'est pas n'importe quel labo qui peut le faire. Et ensuite, effectivement, ils ont des panel tests, donc ils recrutent des gens et ils vont recruter nous, ils ont recruté 21 personnes, hein, donc voilà, c'est suffisant pour être reconnu comme efficace et vrai. Et ces 21 personnes, en fait, ils leur ont fait faire des séances, bah, notamment de leg day, des choses comme ça, en fait, pendant le 21 but, jours, en c'était fait. de rechercher la La courbature, courbature voilà. la plus forte Voilà. possible pour voir s'il y avait vraiment Et oui, un et effet. il y a une comparaison effectivement avant-après et en fait, il y a aussi un questionnaire qui, est fait aux gens par rapport au ressenti et voilà. Et en fait, il faut savoir qu'en dessous de 75 du panel qui dit que oui, ils sont OK, ce n'est pas reconnu comme prouvé. Par exemple, on a 71 du panel qui dit qu'ils ont un effet jambes légères avec ce gel douche, donc ce n'est pas prouvé. 71, c'est pas assez. Or, OK. presque, ça fait quand même plus Ouais, de 2 c'est déjà personnes pas sur mal, 3, quoi. hein. 2 personnes sur Énorme. 3 vont te dire moi et nous on a un retour client qui est énorme sur l'effet jambes légères après, parce qu'en fait alors, une des particularités de la menthe poivrée qu'on met dedans, de l'eau de florale de menthe poivrée, c'est justement d'avoir une sensation de légèreté musculaire. Et en fait, nous, notre gel douche, alors bien sûr, un gel douche, il y a de l'eau dedans, parce que très concrètement, heu, sinon c'est solide. Je veux dire, Mais toi et dans une moi crème, il y a de l'eau? oui, et oui, en fait, les gens, ils savent pas, mais dans une crème, il y a quasiment la même quantité d'eau que dans un gel douche. Mais en fait, voilà, tu as besoin que ce soit de l'eau, sinon c'est solide. Toi et moi, on est composés à 70 80 d'eau, sinon on serait solide. Et donc à partir de là, ce que je veux dire, nous, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup coupé l'eau avec de l'eau florale de menthe poivrée, ce qui coûte beaucoup plus cher que de l'eau classique, hein, évidemment. Mais en fait, on n'est pas juste sur de l'eau et du moussant en base. Et ça fait déjà une certaine différence parce qu'après on vient rajouter les huiles essentielles et cetera et tout dessus. Mais, ce que je veux dire, c'est que le labo, lui, il fait non, je sais plus la question, tu vois? Je Bah, me en fait, perds c'est dans parce que du coup, bah, par exemple, Non, c'était super intéressant, mais au niveau effet jambes légères, oui. par exemple, comme on a pas pris. eu 71 sur, le labo certificateur, bah, par exemple, on ne pourrait pas noter effet jambes légères en Ouais. allégation sur le gel douche. Alors que, 71 des Alors gens, que c'est pas mal. 71 des gens, c'est quand même Voilà. pas mal, Donc il y a vraiment des règles, très spécifiques précis. à suivre. Et c'est vrai que, bah, les jambes légères, on aurait bien aimé le noter, mais dans ce cas-là, si on voulait le faire, il faudrait repasser des tests avec une autre version jusqu'à ce que ça passe, quoi. Et à un moment donné, budgétairement, c'est aussi compliqué. Mais en réalité, ouais, bah, quasiment tout le monde aura un effet jambes légères, mais ça suffit pas, c'est pas considéré comme prouvé. Et donc tu peux voir là l'exigence, si tu veux, de ce genre de test. Bah, en plus, après, ce qu'il y a, c'est que si jamais tu mets ça et qu'au final, tu pas le droit de le mettre, après, je pense que tu prends un enfin, Oui. tu te fais niquer. Ah oui, oui. Alors faut pas croire, nous ça fait 7 mois maintenant qu'on distribue, hein, donc c'est pas si vieux, hein, et la répression des fraudes est déjà venue nous contrôler, hein. OK. Donc voilà, donc c'est pour dire alors voilà, tout va bien, hein, je te rassure, mais je veux dire, ils sont quand même très vigilants, ils sont Mmh. quand même là et à partir du moment où tu fais du bruit, bah, forcément ils viennent te voir, quoi et ça, faut t'y attendre. Donc voilà, moi si j'ai un conseil, déjà, c'est d'être sérieux dans ce qu'on fait et de monter les choses très proprement parce que, bah, faut vraiment être propre sur le juridique parce que, excuse-moi le terme, mais si tu fais des conneries, derrière, tu vas te faire, allumer et très clairement, c'est très lourd en conséquences, hein, Ouais. voilà. Tu te fais rattraper. Ah oui. Il y a un point aussi, tu vois, pareil, au tout début de l'aventure, Black Belt, mais quand tu te dis, du coup, que tu veux créer un produit cosmétique, en fait, moi, demain, parce que vous avez forcément, démarché les banques ou peu importe pour avoir des fonds, heu, comment, du coup, tu arrives à convaincre ces personnes-là, de te prêter de l'argent, sachant que c'est un marché où tu as des gens très gros? Parce que, tu vois, demain, je prends par exemple un L'Oréal, je pense qu'ils ont quand même comment tu dis? Des personnes, je pense, Ouais. qui font de la veille Oui. concurrentielle, Oui, oui. qui nous ont vu arriver, bah, forcément, L'Oréal, s'ils veulent, ils mettent les budgets Très et clairement. voilà, faut les ressources, tout ça. Voilà, comment vous avez pu un peu commencer, ça, quoi? Alors Franchement, les banques qu'on a démarchées, alors les banques nous ont toutes ils suivis. ont été ils Ouais. étaient fans de en fait, tu fais un exposé, hein, donc forcément, Ouais, bah, oui. tu présentes, ce que tu vas faire, ce que tu vas créer, tout ça.
Mais ils étaient tous fans, de Ouais. l'idée, quoi. En fait, le truc, c'est que faut vraiment présenter les choses et ça alors pour être transparent, moi-même, j'ai un double parcours puisque j'ai arrêté ce métier-là il y a longtemps maintenant, mais j'ai eu un double parcours bancaire et sportif et j'ai abandonné, je ne suis tourné que vers le sportif et voilà. Mais du coup, j'avais effectivement une expérience d'une dizaine d'années parce que bon, j'ai 40 ans, mais j'avais une expérience d'une dizaine d'années dans le milieu bancaire, donc j'ai tout fait, du pro, du part, du machin, donc c'est déjà un langage que je parle très bien et à partir de là, je parle la même langue qu'eux. Donc ça, on va pas se mentir, ça aide parce que, je pense que enfin, même Fanny était choquée, c'est-à-dire qu'à la fin, quand j'ai fini mon exposé, aucun banquier n'a posé la moindre question. C'est-à-dire que quand tu leur demandes: «Est-ce que vous avez une question sur le projet?» «Non, pas de Ça souci, n'arrive jamais ça. combien vous voulez?» C'est tout, point Ouais, et ça, c'est aussi la force ouais. de Mais savoir justement, parler leur qualité langage. ça, tu peux apporter à des gens qui écoutent et Alors moi, je qui n'a pense pas que ce passif, ouais, dans alors la moi je pense construction. que déjà le métier du courtage est très intéressant parce que c'est des gens qui vont être parce que le banquier, faut pas oublier quand même qu'il représente la banque, l'intérêt de la banque. Ouais. Le courtier, logiquement, il va représenter l'intérêt de son client. Donc déjà, trouver un bon courtier qui fait vraiment son job, ça peut être intéressant, même si vous le payez. À un moment donné, de toute façon, quand tu as payé toutes les crèmes de développement, tu vas payer un designer, tu vas payer du stockage, tu vas payer tout le temps. Donc très clairement, tu es plus à ça près. Et le gars qui sait parler le langage des banquiers, c'est très intéressant parce que lui, il va préparer ton projet de telle sorte que déjà le banquier, il va pas poser de questions et s'il pose une question, le gars saura y répondre sans dire de conneries. Et ça, c'est très intéressant et pour moi, c'est la première base. Ensuite, il faut vraiment se pencher sur toutes les aides qui existent, avoir des réseaux comme des réseaux initiatives. Nous, le réseau initiative, il nous a accompagnés, Mmh. financièrement. Ça permet aussi d'avoir un effet levier auprès des banques, c'est-à-dire que quand Initiative te met 15 000 € sur la table à taux zéro, bah, du coup, la banque, c'est une forme d'apport pour eux, donc ils sont rassurés et ça divise un peu les risques parce qu'ils sont pas les seuls à mettre de l'argent dedans. Après, on va pas se mentir, on a aussi mis une part à nous Mmh. et nous, ce qu'on avait fait comme choix, c'était avant d'aller voir les banques, c'était quand même de faire le développement produit en fonds propres, donc on a pris le risque et on a fait certifier en fonds propres. Donc c'est-à-dire qu'on est arrivé avec des tests, avec quelque chose de breveté, prouvé, et cetera, déposé et donc forcément, les gens n'ont pas la question: «Est-ce que ça marche?» puisque tu as des documents à l'appui, tu as des certificats de dépôt à l'INPI, hein, propriété intellectuelle et cetera et donc effectivement, tu viens pas les mains dans les poches. Le pire truc que tu peux faire chez un banquier, c'est venir les mains dans les poches à la cool. Faut que tu viennes et que le gars, il sente que ton projet, il est bordé et que tu sais de quoi tu parles. Ouais, ce qui est votre cas et est-ce que vous avez déjà eu des, je sais pas, des contacts avec, des grosses entreprises, sans forcément les citer, mais, est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être des L'Oréal et cetera qui ont essayé déjà, je sais pas, peut-être de vous concurrencer sur le produit, de vous Non, racheter? pas du tout. Pas du tout, mais aujourd'hui, il faut pas se leurrer, c'est encore un marché vraiment de niche, il y a pas les volumes pour intéresser des géants. Pour l'instant, on fait essentiellement de l'éducation produit, dans le sens où les volumes aujourd'hui, c'est risible, hein, par rapport, en termes de vente. Alors certes, on a un petit début de quelque chose, hein, je dis pas qu'il se passe rien, mais en tout cas, c'est encore très risible en termes d'intérêt pour des grosses marques. Je veux dire, on n'est pas sur des marchés de protéines, par exemple, qui est devenu un produit standard et qui s'écoule par tonnes et par tonnes encore, quoi, même des milliers de tonnes. Donc aujourd'hui, la difficulté, je pense, elle est là, c'est que le marché, il est pas du tout mûr pour ce produit-là, puisque c'est un produit totalement ovni et que, très sincèrement, c'est investir beaucoup d'argent pour encore débroussailler un terrain qui ne l'est pas. Donc, faut aussi avoir conscience de ça quand tu lances un produit, c'est que tu lances un produit qui est ovni, ça fait ta différence, mais en même temps, ce produit-là, il va être compliqué à expliquer aux gens et ça va prendre du temps. Bah, c'est un peu ça, c'est parfois sur, je sais plus où j'avais vu ça, mais c'est que tu peux avoir une très bonne idée. Oui, Si parfois tu es trop en avance sur ton marché, c'est ça. bah, en fait, au final, ton idée, elle peut être très bien, mais pas forcément marcher tout de suite C'est ça. et dans votre cas, est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez décidé de faire, des compléments alimentaires? Alors, non, pas vraiment, c'est plus C'était plus dans l'idée aussi de s'inscrire par rapport au produit ouais, lui-même, c'est qu'on veut pas être assimilé à un gel douche, on veut être assimilé à un produit de récupération, parce que c'est ce qu'on vend. C'est qu'on vend de la récupération, on ne vend pas du gel douche lavant. Parce qu'avec ce qu'on clairement. met dedans, bah, le produit, il est plus cher qu'un gel douche lavant. Donc c'était aussi pour ça
que le fait de développer des produits qui vont aider les sportifs dans la récupération et la performance, c'était justement d'inscrire ce produit-là dans un vrai produit de récup et pas de juste: «Je suis un gel douche et je lave». C'est pas le but, C'est même si ça. ça le fait. Aujourd'hui, on est sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on est une gamme sport, on s'adresse aux sportifs, même si en pratique, on a des gens qui sont dans le bâtiment et qui vont être cassés à la fin de la journée et qui utiliseront notre gel douche et ils seront très contents. Mais, il y a aussi un côté bien-être et tout ça. Mais c'est vrai que, on voulait vraiment apparaître comme une marque, qui est sérieuse et crédible sur l'accompagnement des sportifs. Et là encore, c'est un coût, hein, parce qu'on va pas se mentir, acheter des produits, bah, ça a un coût. Et donc voilà, donc conseil aux investisseurs, voilà, prévoyez très, très large sur le budget et soyez prêts à avoir une période où, ça va durer, peut-être 1 an avant d'être vraiment rentable et où ça peut être compliqué. Donc prévoyez large et prévoyez, une certain durée de traversée du désert avant Ouais, de trouver suffisamment de clients qui rachètent, pour être rentable. Nous, on a la chance aujourd'hui d'être à l'équilibre. C'est-à-dire que, oh, bah, en 6 mois, on s'est retrouvé à l'équilibre entre ce qu'on dépense et ce qu'on a réussi à faire. Après, il faut pas hésiter à démarcher des subventions. Il y a des subventions. Nous, par exemple, on a eu la chance d'être accompagnés aussi par BPI, hein, BPI France, qui, nous a reconnus, par le biais de French Touch, c'est-à-dire c'est un levier qui reconnaît de l'innovation en France. Et donc à ce terme-là, effectivement, on a eu un joli chèque, hein, qui nous a permis aussi d'être sur tous ces salons pour se faire voir et cetera. Et en fait, c'est une Donc subvention qui est justement utilisée pour, la communication ouais. et donc ben, le budget, il est fléché. Tu peux pas l'utiliser pour n'importe quoi. Mmh. C'est que tu dois justifier forcément, ils te donnent de l'argent, mais tu dois justifier, Ouais, où est-ce que tu le dépenses et il doit être dépensé sur des salons, sur de la ouais. com, ce genre de choses. Et là encore, faut toujours avoir de la trésorerie, c'est la base, parce que très clairement, tu vois, on va avoir la fin de la subvention qui représente 15 000 €, mais qu'en 2026. Donc en attendant, on l'avance. Et il faut pas oublier que, alors on peut parler chiffres, hein, aujourd'hui la subvention c'est 50 000 €, hein, pour être transparent, donc c'est quand même pas pas mal mal. d'argent. Ouais. Mais par contre, il faut déjà en mettre 20 000 de ta poche. Donc déjà, si tu les as pas, c'est compliqué. Et donc on met 20, eux ils mettent 50 et clairement aujourd'hui, on attend encore les 15 qui vont être versés que dans 1 an. Donc tu vois, pour l'instant, il faut qu'on dépense et qu'on justifie dans 1 an qu'on les a bien dépensés pour avoir la fin de l'argent. Donc OK, ils te filent de l'argent, mais il faut quand même, tenir la trésorerie jusque-là et il faut quand même en mettre de ta poche aussi. Donc toutes ces subventions, c'est bien, mais il faut pas oublier que souvent c'est 50 à maximum 70 qui est prise en charge. Donc encore une fois, il faut vraiment préparer ton projet, avoir de la trésor et être prêt à injecter et fais ton budget, multiplie-le par 2 minimum pour être large. Mais ce qui est intéressant, c'est, je pense parce que là, du coup, vous vous êtes aussi enfin, dans le marché des compléments alimentaires. Moi, je vois un peu, on va dire, ce marché-là comme le marché des podcasts. Dans le sens où, en fait, il y a une grosse croissance. Il y a de plus en plus de personnes, par exemple, qui commandent des compléments alimentaires, qui en consomment et ça va faire que grossir avec le temps. Ouais. Les podcasts, moi, je crois qu'on a une tendance plus ou moins similaire, même si forcément, c'est un autre marché et justement, quand on parle de communication, comment justement tu arrives à te différencier avec, ta marque? Comment tu arrives à raconter une histoire qui va être différente de celle de tes concurrents? Alors c'est vraiment très difficile. Principal enjeu. Non, non, mais c'est vraiment très difficile effectivement parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de créer une identité graphique, voilà, faut vraiment bien réfléchir. Et je pense qu'il faut te trouver une niche. Ça peut être, bah, je sais pas, les femmes qui font tel sport, les hommes qui font ceci ou cela, enfin peu importe. Mais je pense qu'il faut te trouver une niche de départ parce que si tu t'adresses pas à quelqu'un, tu t'adresses à personne. Mmh. Et parler à tout le monde, c'est parler à personne et donc il faut aller chercher cette niche. Nous aujourd'hui, notre produit, finalement, il est très, très accueilli par les coureurs, on va pas se mentir. C'est eux les premiers à l'acheter et donc du coup, fatalement aussi, on commence à sortir des produits style course et on s'adresse du coup beaucoup on communique sur le modèle course parce qu'en fait, même si aujourd'hui on est présent dans des salles de muscu, dans des salles de crossfit, dans des choses comme ça, très clairement, le public running, c'est celui qui aujourd'hui, bah, est peut-être plus le nôtre, hein, voilà, c'est ce qu'on découvre aussi Mmh. et donc il faut aller vers la niche qui t'achète et ça, tu ne le sais pas toujours au départ et ça, c'est aussi une capacité à Ouais, s'adapter. voilà ce que j'allais dire, faut pas hésiter à se réadapter. Ouais, Heu, faut être flexible, ouais. ouais, faut être flexible en Faut être fonction, flexible parce qu'entre ce que tu penses et ce qui va arriver, il peut y avoir un décalage et donc c'est à toi de reprendre la balle au bond et pas la rater, quoi. mmh.
Justement, c'est ce que l'on dit souvent, tu vois? Au final, c'est le marché qui a raison. Que Oui. tu vois, vous avez commencé black belt, on l'a pas forcément dès le départ, je sais plus si on l'a dit, mais c'était, je pense, axé aussi peut-être sport de combat par rapport à votre expérience et cetera passée et au final, tu te rends compte que, bah, maintenant, c'est une autre niche, en fait, qui t'achète, plus tes produits donc Ouais, c'est très marrant clairement. pour ça. Exactement. Très clairement et c'est là où il faut être flexible. Alors bien sûr, on voulait pas se contenter de la niche, sport de combat, hein, parce que Oui. l'idée de niche, c'est de démarrer. Mais si tu arrives à capter ce démarrage-là, c'est toujours très intéressant et encore une fois, nous, on a aussi un produit, qui est fait localement, sourcé avec des produits locaux et cetera. Donc en Alsace, on a aussi petite ferveur, on va dire, locale et tout ça, ce sont des leviers que tu peux travailler, que ce soit je cherchais pas si tu breton, je pense qu'il y a des bretons qui t'achèteront parce que tu es breton. Voilà, toutes ces petites Et puis du choses-là, soutien local, hein. il faut aller chercher les petits leviers qui font que tu commences à capter tes premières personnes et c'est là où dans ta com, faut être, intelligent et aller cibler deux trois petites choses Et qui c'est sont ça qui va te pertinentes. différencier par rapport à des marques qui sont déjà en place, depuis longtemps, quoi. Ouais, très clairement. Et qui malheureusement, parfois, faut aussi le dire, ont des tarifs d'achat qui sont beaucoup plus intéressants que les nôtres parce qu'ils achètent une Ouais, ouais. quantité astronomique Mmh. et ils arrivent à te faire des promotions. Enfin, quand je vois des fois des moins 70 sur des produits, tu te dis: «Waouh, mais moi si je fais ça, Oui. et je perds de l'argent de dingue, quoi». Donc ils ont des pouvoirs de marge qui sont pas du tout les mêmes. Donc au début, il faut aussi se dire qu'il faut serrer un peu les marges pour être compétitif. Faut pas être décorrélé du marché en prix et il faut trouver un positionnement qui soit pertinent et qui parle à des gens. Voilà, c'est ça. À partir de là où tu as réuni tout ça, bah, ça peut marcher. Ça c'est pas une garantie, mais ça peut. Après, il faut être prêt à prendre un peu de risque, hein. Il y a aucun le zéro risque, ça n'existe pas. Faut aussi se dire ça. De toute façon, à partir du moment où tu vis, tu risques de mourir. Donc voilà, c'est comme ça. Le risque, c'est Ouais, ouais, inhérent à la vie, tu vois? Et donc il faut l'accepter. Tu me lances une entreprise, potentiellement, ça peut marcher, ça peut aussi se crasher et c'est des paris. là, ce que tu dis, c'est intéressant et justement pour venir sur le plan de la communication, c'est un peu le nerf de la guerre et je le vois parce que, bah, c'est un peu, voilà, comment aujourd'hui tu arrives à être visible. Bon, l'expression, enfin, vous allez voir ce que je veux dire, mais comment tu arrives à être visible dans la masse? Tu vois, il y a tellement de choses et en fait, il y a votre niche, mais en fait, il y a tellement de choses, tu vois, qui sont communiquées sur les réseaux sociaux, et justement, je trouve que c'est de plus en plus dur, Oui, d'être vu et d'être vu par les bonnes personnes. complètement, ouais. Et Vous, surtout justement, que comment ça se passe? surtout que les gens, ils sont aussi, je pense, submergés Ouais, de publicité en permanence. En fait, la vie actuelle, elle fait que, bah, les gens, ils ont en permanence, de la publicité, ouais. il y a tellement de de choix. Je pense aussi que ce qui marchait hier ne marche plus. C'est-à-dire que pour moi, le marché de l'influence, par exemple, il est très clairement en baisse, hein. Ça, c'est un très bon point, je vais en parler après. Ouais. Il y a moins d'impact aujourd'hui quand on fait de l'influence. Donc aujourd'hui, bah, clairement aussi, on n'accepte pas les budgets qui sont demandés parfois par un influenceur ou quoi. On leur dit non à ce tarif-là parce que c'est pas du tout rentable. Et désolé, si, voilà, j'en vexe quelques-uns, mais en tout cas, c'est la réalité. Et derrière, effectivement, les athlètes, par exemple, c'est un autre domaine. Aujourd'hui, on n'a pas le budget de très grosses marques qui peuvent se payer des athlètes et cetera. Nous, aujourd'hui, les athlètes qui nous recommandent, c'est des athlètes qui aiment juste nos produits et ce qu'on fait. On ne les paye pas du tout pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, la question: «Comment tu te fais avoir?» c'est une vraie question qu'on se pose aussi tous les Ouais, jours. je pense que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'être, sur tous les secteurs. C'est qu'on va être présent, physiquement sur des salons, sur des événements, sur Ouais. des courses locales. On essaye de voilà, on tient des stands pour que les gens nous connaissent, qu'on discute avec parce que le contact, c'est aussi quelque chose d'important. Même si effectivement ça se fait de plus en plus sur, internet, mais les gens, ils ont en fin de compte besoin de voir les personnes qui sont derrière la marque et ils ont besoin de discuter avec toi. Donc déjà, je pense qu'il faut être effectivement présent quand même physiquement Mmh. et après, faut tester tous les secteurs de communication. Donc, tu testes, l'influence, tu testes, les sportifs de haut niveau, tu testes, des agences de presse, tu testes, Ouais, mais nous, on avait quand même été enfin, personnellement, même sur des comptes Insta qui ont 10, 15, 20, 60, 100 000 ou TikTok, on a quand même été déçus des résultats, on va dire, en oui, je manière suis d'accord, générale. mais là, on parle juste qu'est-ce que tu peux faire Moi pour te faire voir, Moi, ce tu que je vois? suis d'accord avec toi, c'est que le terrain, on le néglige beaucoup. On est dans un monde 2.0 ou 3.0, enfin comme tu veux, mais le terrain, les gens, ils aiment le contact et ils aiment rencontrer les gens. Et donc le storytelling est aussi très important. Et je pense qu'au début, on a fait l'erreur un petit peu de mettre la marque sans vraiment se Mmh, montrer. Et on a créé une page qui nous sommes, et c'est quand même une des pages les plus regardées du site. Donc oui. les gens, la preuve qu'ils cherchent quand même l'histoire. Et donc cette page-là, c'est intéressant de la voir et c'est intéressant d'expliquer l'histoire. Donc déjà, mise sur ton storytelling,
blinde bien l'histoire, prends des éléments et assemble-les judicieusement. Et deuxièmement, n'hésite pas à sortir de ton écran et aller voir des stands, des choses de n'importe quoi, sur une course, sur un événement sport, enfin peu importe. Mais va voir les gens, tiens un stand, même s'il fait froid et qu'il pleut et que c'est un dimanche, mais progressivement ça crée une inertie parce que les gens vont te dire ah oui, j'ai peut-être vu passer une pub réseau, ça me parle, etc. Et du coup, quand tu lui expliques ce que tu fais, là il achète et après il rachète. Et il faut savoir que les gens, on avait vu une statistique qui disait que les gens, ils ont besoin de voir 7 fois la marque avant d'oser acheter et d'essayer, les Ouais. produits. Donc c'est énorme. 7 fois, c'est quand même donc c'est bien pour ça qu'il faut être, en fait, un peu partout, quoi. Après, il y a toutes les publicités méta, et cetera, tout ça. Faut vraiment essayer de trouver le bon format avec une bonne accroche, un truc qui claque, qui explique bien et un appel à l'action. Enfin voilà, il y a aussi des trames, disons, qui existent. Mais il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans le truc téléachat ou marketing très très classique qu'on a vu 100 fois. Et il faut essayer vraiment d'être pertinent et de penser à ta cible. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ta cible et que tu sais qui est ta cible, penser qu'est-ce qu'eux ont besoin et qu'est-ce qui va leur parler, qu'est-ce qui va les intéresser, qu'est-ce qui va les arrêter et quels sont les mots qui vont faire que ça accroche. Et après, tu testes sur les ads, tu vois bien, il y a des choses qui marchent mieux, des choses qui marchent pas, tu coupes ce qui marche pas et tu mets plus de budget sur ce qui marche. Et voilà, en fait, tu ajustes en permanence. C'est intéressant parce que, pour revenir sur les salons, moi j'étais le premier au début pas forcément convaincu. Mmh. Mmh. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a des marques où tu vois un NutriPure par exemple, je pense que vous connaissez, Bien qui sûr. font eux vraiment des compléments alimentaires. Je dis pas que c'est que grâce à ça, mais aujourd'hui en France, ils ont vraiment explosé parce qu'ils sont présents à tous les events. Bah, Et ouais. c'est fou, tu vois? Bah, en fait, c'est vrai que plein de marques font ça, hein. Quand tu vois la stratégie de Red Bull, moi, ça m'a bluffé parce que là, en janvier-février, c'était plutôt calme d'un Mmh. point de vue, course à pied, par exemple, et cetera. Donc on a quand même fait quelques petites courses parce que, bah, disons, il y a moins de monde, mais au moins, tu là, tu le temps, bah, voilà, tu te fais voir, c'est du local, on n'est pas très loin, et cetera. Et bah, Red Bull, ils débarquent sur des tout petits événements et ils distribuent des canettes à tout le monde. Donc déjà, je sais Ouais. pas si tu imagines le budget com qu'ils ont pour offrir un produit, parce que quand les gens veulent du gratuit, parce que ça, nous en demande tout le temps, prépare-toi aussi à ça si tu veux lancer n'importe quel business, c'est du sponsoring, du gratuit, du machin, et tu leur dis: «Oui, mais mec, moi j'aimerais commencer déjà à gagner de l'argent et après peut-être je pourrais en donner, mais pour l'instant, si tu veux, j'essaie de faire tourner mon truc». Et très clairement, les gens te demandent tout le temps du gratuit, sauf que ce que les gens savent pas, c'est que le gratuit pour eux, c'est pas gratuit pour nous. Et c'est là où des campagnes comme des Red Bull, mais c'est hallucinant qu'ils puissent arriver et distribuer mais des Et palettes et des pourtant, conteneurs tu de dis boissons, ça, quoi. pourtant ils distribuent, ils ont du budget pour la com, à distribuer des produits et à faire de la visibilité Ouais. et pourtant, ils sont présents Et sur pourtant ils sont sur des présents. Ouais, événements ouais, ouais. qui sont tout petits et donc Moi fait que ça fonctionne, c'est moi je que les pense que événements ça se fonctionnent. cumule très bien, le Ouais. virtuel et le physique, mais si tu ne mises que sur le virtuel, les gens ont pas confiance parce qu'aujourd'hui, quand ils voient quelque chose de différenciant, ils se disent: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Je connais pas», et donc il y a quand même une forme de méfiance. Il faut aussi dire qu'il y a Ouais, beaucoup d'arnaques et tout ça, hein. bah oui. Donc voilà, très clairement, de rencontrer les gens, c'est très important. Donc voilà, t'imagines pas rester derrière ton bureau si j'ai un conseil. Voilà, sors de ton PC et va voir des gens. Réseaute aussi, le réseautage. Ouais, le réseautage. Le Ouais. réseautage, c'est très intéressant. Moi, je suis allé dans beaucoup de réseaux pro, Fanny aussi, Mmh. et ça nous a permis d'avoir des contacts dans des salles de sport. Le gars qui connaît le gars, bah, en fait, ça passe beaucoup mieux que quand tu démarches dans le froid, Mmh. et ça t'ouvre des En fait, quand portes. tu es recommandé par quelqu'un, ben, automatiquement, les gens, ils vont plus t'écouter Ouais. que si tu viens comme ça et que tu connais pas la personne: «Bonjour, on est, nin nin nin». C'est ça. Et puis, bah, le local, forcément, ça Ouais. aide aussi encore, hein. Et puis après, tu as le côté, bah, tu le côté réseau, tout simplement, même si tu pas de touche directe de vente. Tu as peut-être passé une matinée à prendre un café tranquille, c'est pas trop, il y a pire, hein, et tu as parlé à 20-30 personnes de ta marque, elles la connaissaient pas hier. Donc, si tu fais plusieurs fois ça, au bout d'un moment, tu as parlé à 200, 300, 400, 500 personnes de ta marque ou de ton produit et elles te connaissaient pas hier. Faut vraiment que tous les jours, tu te dises: «OK, comment je fais pour parler à plus de gens de ma marque?» Quantité et bien sûr ciblé aussi, mais de temps en temps, tu peux faire de la notoriété globale sans que ce soit ciblé, hein. C'est pas parce que c'est des entrepreneurs que, bah, ils prennent pas de douche. Bah si, aussi. Donc voilà, mais en tout cas, ils prennent peut-être pas de compléments, c'est peut-être pas la cible. Pour autant, ils vont connaître ta marque. Moi, je fume pas, pourtant des marques de cigarettes, je peux t'en citer plusieurs. Ouais, mais c'est des bons points et moi j'avais vu un reportage récemment, c'est, sur Enquête exclusive où tu sais avec Élise Lucet, j'ai plus le Ouais. nom de l'émission et ça parlait de Pernod Ricard Ouais. et bah, tu sais pareil maintenant tout le monde les connaît et en fait ce que disait Pernod Ricard, bon eux ils ont une force commerciale, c'est énorme, hein, Ouais. mais ils disaient du coup aux commerciaux, «Tous les jours, faites-vous un ami». Mmh. Ouais, mais c'est vrai. Tu vois, c'est un peu ça
Et du coup, tu réfléchis, tu te dis: «Putain, c'est super, super pertinent». Pareil, le réseau, moi, je me rends compte, bah, tu vois, avec tous les podcasts que je fais, je me dis: «Mais attends, en fait, à force d'interviewer tellement de sportifs, à Mmh. force, de recevoir tellement d'entrepreneurs, au bout d'un moment, forcément, les gens, ils vont connaître, le podcast», tu vois? Mmh. Bah, ouais. Il y a un point qui m'interpelle. Pareil, on fait encore un petit retour en arrière, mais c'est important, parce que je sais qu'il y a des marques, justement, qui ont pas forcément le même avis. C'est sur, bah, justement, les sportifs, l'influence. Tu vois? Ouais. Je sais que moi, j'ai des retours de marques qui me disent que ça marche pas. J'ai des retours de marques qui me disent qu'au contraire, ça marche. Et justement, je suis curieux d'avoir votre retour dessus. Pour vous, apparemment, c'est pas le truc le plus efficace. Alors moi, je pense, alors je sais pas parce que du coup, on n'échange pas non plus avec les grandes marques qui sont déjà, Mmh. sur le marché. Mais, je pense que ça fonctionne sur les marques qui sont connues. Donc eux, ils continuent à utiliser l'influence parce que les gens connaissent déjà la marque, ils ont déjà confiance et du coup l'influence là fonctionne parce que si mon influenceur préféré utilise cette marque que je connais déjà, bah là je vais acheter. Par contre, je pense que des marques qui sont inconnues, pour l'instant au bataillon, c'est plus compliqué. Moi, je pense que c'est l'effet Coca. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'effet Coca, je vais l'expliquer, c'est un mot que j'ai inventé, hein. Mais je veux dire aujourd'hui, comment dire? Coca n'a pas besoin de faire de pub. Ah bah oui. Pourtant, il en fait. Et en fait, c'est juste pour occuper le terrain et être là. Et je pense qu'effectivement, ça contribue à continuer à ancrer profondément la marque dans ton inconscient et dans ton subconscient. Et du coup, tu vas continuer d'acheter cette marque. Mmh. Mais en réalité, tu n'auras pas de vente directe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu vois une pub Coca que tu fonces dans un supermarché acheter un Coca, tu vois? Ouais. Et donc, en fait, l'influence, c'est la même chose. C'est-à-dire que soit tu estimes que c'est un travail de fond et qu'à un moment donné, bah, ça va payer parce que les gens vont t'avoir vu justement une fois, 2 fois, 3 fois, c'est jusqu'aux 7 fois et qu'ils vont t'acheter et tu as le budget pour ça. Soit à un moment donné, tu attends de la vente directe. Et si tu cherches de la vente directe, pour moi, l'influence, si t'es pas connu, comme l'a dit Fanny, c'est pas là. Parce que le code promo de l'influenceur exceptionnel et que c'est une marque que tu connais ou que tu achètes, ça va déclencher la commande à ce moment-là. Mais si tu arrives et tu dis voilà, vous connaissez pas du tout cette marque, vous utilisez déjà un truc pour un problème quelconque et moi je vous recommande cette marque, il y aura pas d'effet boom dans les ventes. Il y aura pas d'effet boom, il y en aura quelques-unes, mais proportionnellement au budget qu'on va te demander pour ça, ce sera pas phénoménal. Ce sera pas phénoménal et donc je pense que l'influence, c'est pas du tout à jeter, mais il faut te dire que soit c'est un travail de notoriété de fond, mais en tout cas si tu cherches la vente immédiate pour rentrer de l'argent, ça c'est pas ça qui déclenche la vente. C'est pas ça qui déclenche la vente. Pour moi, tu vas avoir plus de chances de déclencher une vente, justement, comme on a dit, sur un stand, parce que tu expliques ton produit, c'est le moment, c'est l'achat, c'est là, maintenant, et tu es en physique. Mais l'influence pure, soit c'est un travail de fond, et tu as le budget, soit effectivement, tu continues à entretenir ta notoriété. Pour moi, c'est les 2 façons dont je le vois. Mmh. Non, mais je suis d'accord. C'est un peu aussi ce que je voyais, moi, dans la marque avant, parce que j'étais chez Nutrimuscle. C'est un peu Mmh. ce que je voyais avant. Donc, non, ça, c'est un très bon point. Et justement, je suis content qu'on collabore parce qu'il y a pas mal de sujets dessus. Moi, j'ai fait un podcast récemment avec le fondateur de Broadway. Ouais, Ouais. Donc c'est encore différent parce qu'eux, ils avaient, bah, Rod Avner, qui est super connu, donc forcément ça a aidé. Et ce ouais, qu'il me disait, c'est qu'eux, ils ont mis zéro budget en pub la première année et pourtant ils ont fait 1 million, tu vois? Et parce que, ouais. ils avaient des personnes, ils avaient Avner qui était hyper connu et cetera, tu vois? Alors après, c'est encore différent dans ce C'est encore cadre-là. différent, oui, c'est encore différent. Parce que je crois savoir qu'il est un peu plus investi dans le projet qu'être simplement influenceur. Bah, Donc c oui. du coup, à partir de là, c'est différent. Tu vois, je prends par exemple, une marque de Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est sa propre marque. Je pense que forcément, quand, le gars, il est hyper connu, il a une certaine popularité, il lance ses produits, Ils vont se heu, tirer. forcément, va y avoir des retombées Ah parce parce qu'il y a des qu'il a fans. il a la communauté Voilà. derrière. Ouais. Et on le voit sur d'autres exemples, hein, que ce soit du matcha, que ce soit je ne sais Mmh. comment elle s'appelle, ta Andy est là, hein. Andiela, voilà, je ne retiens pas très bien le nom, mais en tout cas bref, sur le matcha, elle Ah ouais, explose. elle explose. Ah bon, moi je ne Parce consomme qu'elle pas a de une vraie matcha, communauté mais il y derrière. a une vraie communauté derrière. Par contre, si tu commences sans communauté et que tu fais appel à des influenceurs qui un jour parlent d'une marque et le lendemain en parlent d'une autre, c'est aussi un problème. Parce que si tu as des influenceurs qui changent de marque tous les 2 jours, comment tu veux que le gars il ait vraiment, bah, envie d'acheter ta marque plus qu'une autre, tu vois? Parce que pour lui, c'est de la pub. Donc c'est là où en fait c'est un peu différent. Quand tu as un influenceur qui est investi dans le projet et qui C'est ça. effectivement va matraquer que cette marque-là, là oui, ça a sans doute une grosse pertinence, ouais. Et quand on parle comme ça de Thibaut InShape et cetera, en gros, ce qu'ils ont fait enfin, c'est du personal branding. Donc c'est Oui, ils ont réussi à faire monter leur image de marque. oui. Est-ce que vous, de votre côté aussi, vous portez un point d'attention dessus?
Non, bah, nous, non, on n'a pas du tout On est de très mauvais, mais là-dessus. Mais après on n'a pas de communauté à la base, donc c'est non, compliqué. on n'a pas de Tu pourrais communauté. t'en créer une, mais ça prend du temps, quoi. Ouais, mais Ouais, ça prend du ça temps, si, il prendra. faut des années pour, parce que Thibaut InShape, excuse-moi, mais ça Oui. fait combien d'années qu'il développe? Alors 10 ans au moins, ça fait. Beh, ouais, c'est moi, ça, c'est ça. là, on a un peu critiqué, la partie retombée sur l'influence, pour les marques. Par contre, on salue quand même le travail de contenu qui est fait parce que monter une Ah communauté, oui, c'est très difficile ah bah, complètement. et très clairement, les gars, quand ils demandent un chèque, faut aussi dire qu'ils ont aussi des années de travail pour monter Ah bah, cette complètement. communauté-là. Mmh. Et du coup, franchement dit, c'est pas rien et ça, faut le respecter et après effectivement, par contre, il faut voir ton intérêt à toi et quand je dis ça, c'est plus parce que toi, tu vas pas avoir un budget extensible pour faire de la com et donc il faut que tes opérations, elles soient un minimum rentables, donc il faut les choisir dans ce sens-là. Par contre, effectivement, le boulot qu'ils ont fait pour acquérir cette communauté est énorme et c'est pas simple. Nous, aujourd'hui, en 6 mois sur Insta, je crois qu'on a pris 3 500 followers, sur l'Instagram, sous Black Bell Punch, donc n'hésitez pas à nous suivre. Ouais, Mais la petite promo, elle est faite. Mais en vrai, Mais c'est long, c'est c'est super très long et déjà là, 3 500 personnes en naturel, hein, c'est bien, hein. c'est déjà Pas mal. beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'intéresser des gens sur une marque, déjà sur une personne, sur une marque, c'est très compliqué. Créer du contenu, c'est un vrai boulot et voilà, donc c'est pour ça que, voilà, je ne néglige pas du tout les influenceurs et je minimise pas du tout leur travail parce que c'est énorme et ils y bossent beaucoup plus. Les gens croient toujours qu'ils font une vidéo et que ça marche tout seul, mais pas du tout et très clairement, faut le saluer et il faut essayer d'impliquer peut-être des gens de manière différente que les payer pour que toi, ce soit rentable. C'est ça surtout. Mais du coup, je pense qu'il y a une réalité qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre, effectivement, l'influenceur qui a créé une communauté pendant, 10 ans, qu'il a fait du contenu et qu'il a sa communauté qui est très engagée et qui va créer une marque et qui va cartonner, Mmh. bah oui, là, ça fonctionne parce que sa communauté, elle est très engagée. Toi, tu crées une marque, tu pas de communauté à la base, ben, c'est pas du tout la même C'est chose. pas la même chose. Et après, fais attention aux influenceurs. Faut faire attention aux influenceurs qui ont un gros nombre sur Insta, parce qu'aujourd'hui, les followers, ça s'achète. Et très clairement, il y a des comptes qui sont totalement fake. Et quand le gars vient te dire, hey, je voudrais faire la promotion de ta marque, si vraiment tu avais une telle communauté, je pense que ça fait longtemps que tu ferais la promotion de marque. Et ne pas avoir que des pas ne pas regarder que le nombre, pour moi, c'est important. Regarder quand même la qualité des L'engagement. commentaires, l'engagement, la qualité des échanges, que ce soit pas des faux commentaires aussi, enfin voilà, tout s'achète maintenant. Donc très clairement, voilà, attention aux faux influenceurs, on va dire, qui cherchent juste à faire un peu d'argent, quoi. Bah, de toute façon, ça maintenant, tu peux le traquer, hein. Donc, Oui, s'il y en a qui veulent acheter, bah, acheter, mais, moi, je les vois dans les stats, et parfois, ça m'intéresse aussi tu sais, tu compares un peu, tu vois, ton oui. engagement versus les autres podcasts, tout ça. Mmh. Tu passes sur YouTube et du coup, tu peux voir que parfois, tu as des moi, j'en ai vu, hein, même des chaînes YouTube assez connues, je crois que leur score, nous, notre chaîne, elle était à B, je crois, et il y en a, ils sont à C-, tu vois? Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, non, mais de vraiment faire attention à ça parce que ça peut paraître, «Ah génial, il a 50 000 followers», ouais, mais bon, en fait, non, c'est des bots, donc c'est sans intérêt, quoi. Donc parfois des micro-influenceurs qui ont vraiment un commu va avoir plus de bots tombés Mmh. et même aujourd'hui, enfin nous on a eu le cas de personnes qui parfois étaient juste sportifs avec 200 300 followers et qui du coup parlaient du truc et on a eu, les 2 ventes derrière, c'est pas dingue, mais le gars c'est pas un influenceur et pourtant il a influencé 2 personnes sur 200 donc c'est quand même 2. Si tu as 50 000 followers et que tu fais acheter 2 de ta masse, c'est déjà énorme, quoi. Donc c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas en pratique, quoi. Bien sûr. Si on revient un petit peu sur le marché, en général, des Mmh. compléments alimentaires, moi, ce que j'avais un peu chez Nutrimus, c'est, et dans les marques avec qui je parle, c'est que ce que je peux voir, c'est qu'il y a parfois un manque d'éducation. En fait, les gens, commencent un petit peu à connaître les compléments alimentaires. On parle de collagène, donc le collagène, OK, ça parle à quelques personnes, mais parfois, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils le prennent, à part que Mmh. c'est pour l'aspect beauté et cetera, même s'il y a Mmh. autre chose. Est-ce que vous sentez qu'il y a ce besoin aussi d'éduquer, et est-ce que dans votre communication, vous essayez aussi d'éduquer les gens un peu sur les compléments alimentaires? Alors je dirais juste que sur le gel douche, on fait un gros travail d'éducation déjà, OK. Bah, c'est parce clair, que ouais, ouais. justement personne ne connaît, donc il faut vraiment éduquer, éduquer, éduquer. Mmh. Heu, Bah, je pense qu'il y a effectivement un vrai manque, ouais. de connaissances, des personnes qui souhaitent, consommer des compléments alimentaires. Je pense qu'ils ont besoin effectivement de contenu et de comprendre comment ça fonctionne, ouais. Et je dirais aussi qu'il y a aussi beaucoup de fausses croyances, hein. Ouais. Et alors, voilà, je suis désolé, nous on est coach, professionnel et on a des certificats aussi qui vont bien de coach pro et cetera. Mais je veux dire aujourd'hui, il y a un paquet de coachs pro qui vont inculquer des choses qui ne sont pas du tout vraies et qui sont de l'ordre de la croyance, quoi. Croyance, ouais. Et voilà, donc c'est pas parce que, c'est un sportif qui sait la nutrition en détail.
Je veux dire aujourd'hui, nous si on travaille avec des ingénieurs en nutrition, voilà, ils sont plus calés que, des coachs, hein, pour être honnête et même s'il y a des coachs qui ont des vraies connaissances, attention encore une fois, je néglige pas, je mets pas tout le monde dans le même panier du tout, hein. Il y a des coachs qui sont vraiment très, très bons, mais tous n'ont pas les connaissances et parfois ils inculquent aussi des croyances. Donc oui, il y a de la méconnaissance très clairement et ce contenu éducatif, c'est à faire et c'est encore une fois un vrai boulot parce que là aussi ça prend un temps monstre, quoi. Ouais, nous, on en avait fait un petit peu sur, Instagram avec Mmh. des mini, justement, interventions en face cam, tu vois? Ouais, Où on expliquait, très court. Mais ce qui est compliqué sur Instagram, c'est que tu peux pas faire des explications longues parce que les gens ne regardent pas les vidéos trop longues. C'est plus un format pour YouTube et nous, on a une chaîne sur YouTube, mais c'est une chaîne qui était faite lorsqu'on avait notre club de taekwondo, donc qui est clairement une chaîne, explication de vidéos de voilà, taekwondo. Donc ça n'a pas du tout été travaillé, pour cette cible. pour la cible, hein. Ouais, Donc faudrait qu'on recrée une chaîne qui soit vraiment, ciblée sur la nutrition, sur, carrément. la récupération. Mais comme on revient à ce qu'on disait avant, c'est pour, créer du contenu comme ça et que ça fonctionne, enfin que tu aies des gens derrière qui s'abonnent et tout ça, ben, c'est des années de travail. Et c'est là où Donc l'influence en théorie est censée squeezer ça. C'est-à-dire que l'intérêt de l'influence, c'est de dire: «OK, moi j'ai pas de commu de 50 000 personnes et j'ai pas créé quelque chose qui me permet de bah, je vais utiliser ouais, des gens qui l'ont fait». c'est ça. Et sauf que, c'est pas si simple, ça coûte aussi Mmh. et très clairement derrière, enfin, tu sais pas les retombées donc si tu as fait ce travail en amont, ça peut être un vrai Ouais. conseil. Si aujourd'hui ton projet, c'est dans 1 an, 2 ans de monter quelque chose de sérieux parce que tu sais que tu as du développement, bah, commence à travailler ton sujet et après c'est là Mmh. parce que tu commences à travailler que tu tapes juste, hein. Nous aujourd'hui, on s'attendait pas forcément à être plus dans la course que dans des milieux qu'on Mmh. avait un petit peu plus l'habitude. Donc Exactement. je veux dire, on aurait continué à parler peut-être de sport de combat, voire de renfort musculaire, voire de choses comme ça, alors qu'en fait, bah, ce contenu-là n'aurait pas forcément parlé à des gens qui vont faire le marathon de Paris aujourd'hui, puisqu'on est sur le salon du marathon de Paris, on peut le dire. Ouais. Donc voilà, donc je veux dire, c'est pas parce que tu crées du contenu qui sera pertinent au final. Donc, tu sais pas où ça va t'emmener non plus, c'est pas si simple. Mmh. Et justement, comment parce que là, on parle de, parfois tu changes un peu de direction. À quel moment tu te dis: «OK, j'arrête peut-être de m'entêter dans cette, je sais pas, dans cette direction, je change pour, tu vois, essayer justement de mieux répondre au marché»? Je pense que ça dépend de chaque personne aussi. Nous, on est très réactifs, je Oui, pense. ouais, peut-être trop. Peut-être trop réactifs, mais je pense que ça dépend déjà du caractère de la personne. C'est peut-être les sports de combat qui fait la réactivité du retour de Poudlate, tu vois? Mais après, je pense qu'il faut pas s'entêter, justement sur quelque chose, je sais pas, genre il y a quelque chose qui te passionne et que tu as vraiment, vraiment, tu vois, envie d'aller là-dedans, mais qu'en fait tu te rends compte assez vite qu'il y a aucun résultat. Bah, Essaye peut-être des variantes avant de changer complètement de direction, oui. mais à un moment donné, faut dire ce que tu veux, quoi. Est-ce que tu veux que ça fonctionne ou est-ce que tu préfères faire ta passion? Tu vois, je veux dire, si par exemple, tu es passionné d'un sport qui a 10 000 licenciés en France, OK, c'est génial, tu peux en parler très longtemps et tu vas mettre beaucoup d'efforts, sauf que 10 000 licenciés, c'est 0, quoi. C'est 0, c'est pas des millions de personnes. Donc ta niche, elle est trop petite. Donc c'est là où il faut Mmh. aussi faire attention, je pense que c'est ce que Fanny Ouais. voulait dire. Mais après, oui, tu sens moi je pense que tu sais qu'il faut changer quand c'est flagrant. Je veux dire, à un moment donné, nous ça a été très simple, c'est que notre produit, il est placé dans certaines salles et bah, voilà, aujourd'hui, quand tu vas dans une salle, tu regarderas peut-être dans ta salle de sport, hein, mais tu vois les compléments, ils sont souvent posés sur une étagère, dans un coin, personne n'en parle parce que leur business, c'est de vendre des abonnements et pas de vendre des compléments alimentaires. Donc le gros du marché, alors qu'il pourrait se faire dans les salles de sport, il n'est pas dans les salles de sport, il est sur internet, dans des boutiques spécialisées et cetera. Et si les salles de sport faisaient le rôle de conseil et vendaient des produits alimentaires, je suis pas sûr que les boutiques physiques, tu t'y déplacerais exprès pour aller en acheter puisque tu vas à la salle d'office. Donc c'est là où aujourd'hui tu sens bien Ah, il y a plus de son. Ouais, tu m'entends? donc faut un petit peu aller quoi. Ouais. Oui. Ah pardon. Ouais, non, non, ça a buggé, mais tu as raison, c'est ce que tu dis, c'est important parce que c'est un peu moi le rôle que j'avais chez Nutrimuscle. Ouais. Parce que chez Nutrimuscle, je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi j'ai créé la partie commerciale, OK. et on avait fait nous, 1 000 000 en gros en 2 ans, quoi. À la fin, on était 6 dans Ouais. l'équipe et justement, moi dans les salles où les produits se vendaient pas ou en tout cas j'estimais qu'ils se vendaient moins bien que prévu, j'appelais les salles, du coup le patron de la salle et je lui disais: «Écoute, là les produits ils se vendent pas, pourquoi?» Mmh. et il savait pas me dire et je lui dis: «Mais les produits, est-ce que tu sais vraiment les vendre?» Mmh. Ouais, Faut bah, les c'est ça. expliquer, ils savent pas Ouais. y Tu vois? Ils savent pas pas. toutes, hein, mais ils savent certains savent pas.
Et tu as raison, il y a un gros travail à faire dessus et justement, c'est la question que j'allais vous dire avant qu'on finisse parce qu'après vous allez quand même aller au salon, donc c'est pas aussi plus de temps. Est-ce que pour vous le B2B, c'est aussi un enjeu majeur, pour une marque, qui souhaiterait se développer, bah, un peu comme vous dans les compléments alimentaires? Ça va dépendre. Ça va dépendre parce Moi, je pense que que c'est quand même un enjeu, mais c'est un enjeu, mais peut-être pas le premier. Pour une ouais. raison très simple, encore une fois, avant on l'a dit, tu vas acheter tes premiers compléments alimentaires plus chers que tes confrères parce que tu achètes des petites séries. Et donc forcément, comment tu replaces le vendeur là-dedans alors que ta marge elle est déjà plus serrée? Donc ça, c'est le premier point et le deuxième point, c'est aussi qu'aller voir les salles une par une, c'est du temps, du déplacement, de l'argent et cetera. Parce qu'il faut pas croire, hein, même si tu peux les démarcher par mail, des mails, ils en reçoivent 10 par jour, ils les foutent à la poubelle, ils Ça paraît con. s'intéressent pas. Faut quand même aller voir les gens. Encore une fois, on l'a dit avant sur le particulier, mais sur le pro, c'est pareil. Donc il faut aller voir les gens et du coup, c'est quand même aussi du boulot. Et donc, faut prioriser ce qui te rapporte de l'argent et c'est là où peut-être c'est un enjeu dans le temps, mais je suis pas sûr que oui, tu auras du volume, mais oui, tu vas casser ta marge et bah, finalement, tu pas sûr du résultat non plus et tu auras mis beaucoup d'efforts pour peut-être peu de résultats. Donc à toi de tester tes marchés. Moi, je pense qu'il faut Mmh. tester et en fonction des résultats, voir ce qui te rapporte le plus. Tu peux te tourner vers du B2B totalement, que du B2C et commencer par des B2C pour aller ensuite vers le B2B et aujourd'hui, ça se voit. Prenons le cas de Passy Hydratis. Je pense que Hydratis est aujourd'hui dans beaucoup de pharmacies, mais il n'a pas commencé par les pharmacies, hein, il a commencé par être vendu par le particulier. Sur internet. Voilà, et une fois qu'il était acheté suffisamment, là, tu peux aller dans une boutique et dire: «Bah, moi, je suis la marque Hydratis, vous me connaissez, voilà le C'est numéro, encore une j'achète tant». notion de, est-ce que je connais la marque ou pas? Ouais. Et je pense que quand le job il est pas encore fait, que les gens te connaissent en tant que marque, se placer chez les pros, c'est compliqué. Il faut te dire qu'il y a très peu de pros qui vont prendre ton produit et qui vont prendre le temps de l'expliquer aux gens. Les gens, ils le mettent sur une étagère et ils ont leur business. Je veux dire, si c'est des magasins de chaussures, de sport, de course, leur business, c'est de vendre des chaussures. Donc, ils vont pas parler du baume du tigre qui est sur le comptoir, par exemple. Le baume du tigre, il va être acheté par le gars quand il est à la caisse, il le prend en spontané en Voilà, pick-up. qui le connaît, qui dit: «Je veux ça». Voilà, c'est tout. Et en fait, nous, on a eu le cas, nous, nos revendeurs, aujourd'hui, quand je fais le tour, j'ai des gens qui passent et qui me disent: «Ah, bah, j'ai quelques personnes qui sont passées l'acheter et qui m'ont dit: "Ah, j'ai entendu que, enfin, j'ai vu que vous l'aviez, donc je suis venu l'acheter physiquement"». Voilà. Mais c'est parce qu'ils ont connu notre marque qu'ils sont allés l'acheter en physique et pas l'inverse. C'est pas le gars qui a fait le boulot de dire: «Écoute, aujourd'hui, tu viens pour des chaussures, mais je vais t'expliquer de faire ci ou ça et de prendre tel ou tel produit en plus». Dans une boutique de compléments alimentaires, c'est un petit peu différent parce que Mmh. là, on est dans le conseil vraiment sur le sujet, donc forcément, on en parle un petit peu plus. Mais voilà, aujourd'hui, si tu sors une énième protéine, il faut aussi te dire qu'il y en a tellement sur le marché que pourquoi est-ce qu'il référencerait la tienne? Je veux dire, il a des meilleurs prix ailleurs et il a une meilleure marge et les gens connaissent la marque et l'achètent plus facilement, ils ont l'habitude, il a ses produits qui tournent. Donc il faut aussi se positionner sur une vraie offre d'implantation et avoir vraiment, vraiment un travail de réflexion sur les besoins du pro. Et ça, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que c'est déjà du boulot d'avoir une réflexion sur le marché du part. Et de passer en B2B, c'est peut-être comme dit Fanny, attendre que ta marque soit un minimum de notoriété connue pour pouvoir avoir, un poids dans le fait qu'on te référence dans des magasins, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord parce qu'en plus en B2B, même si demain tu vas dans une salle de sport ou peu importe, comme tu as dit, si la personne ne connaît pas, le Ouais. vendeur il pourra t'expliquer, enfin la marque tu la connais pas de base, donc en fait tu as Ouais. forcément, tu vois, c'est C'est plus lourd. ça. Je peux te citer un exemple pour te dire à quel point les gens, regardent quand même. C'est qu'une fois, on était en stand, une personne est venue nous parler, nous a dit: «Ah, je vous ai entendu à la radio», on est passé sur une radio locale, voilà. Mmh. D'ailleurs qu'on remercie parce qu'elle est vraiment top et c'était ici, hein, pour la citer, ici Alsace. Du coup, effectivement, la personne nous a entendus, elle nous voit en physique, elle nous dit on lui réexplique le produit. Elle dit: «OK, machin», elle va s'asseoir, elle regarde le site, elle nous dit: «Oui, bah, en fait, j'ai regardé tous vos avis, j'ai regardé les articles que vous avez eus de presse, machin, donc je vais vous en prendre un». Et si t'as pas cette barre de confiance, parce que tu es passé à la radio, parce que tu as de la presse, parce que tu vois, tout ça, en fait, ça joue dans le fait de: «OK, bah, je vais l'essayer, quoi». Et c'est pas si simple, hein, d'amener les gens à t'acheter. Le plus difficile, je pense, c'est que les gens sortent leur portefeuille et t'achètent. Parce que des gens, ils vont te dire: «Ouais, je soutiens». De temps en temps, ils pensent à partager, parce que c'est pas toujours le cas aussi sur les réseaux. Mais de temps en temps, il y en a qui pensent à partager et ça, c'est cool. Mais c'est vrai que, ils te soutiennent moralement, mais de sortir leur portefeuille pour t'acheter, faut pas croire que ta base de gens que tu as autour de toi, ça va être tes premiers clients. Ça, c'est une erreur assez classique. Les gens pensent que oui, mais déjà avec mon réseau, même si c'est des sportifs et tout ça, non, ils ont leur routine, ils savent ce qu'ils prennent. Il y en a qui ne prennent pas de compléments alimentaires, tu vas pas les convertir du jour au lendemain. Voilà, donc tout ça, c'est pas forcément aussi facile que ça. Faut viser plus haut tout de suite et aller chercher, parler à une niche et chercher des vrais clients et t'imposer. C'est vraiment un vrai travail, hein, de réflexion. Magnifique. Mais écoutez, je vais pas vous prendre plus de temps.
Merci en tout cas pour l'échange. C'était super intéressant. Merci à toi. C'était très pertinent. Franchement, dommage qu'on puisse pas se voir parce que moi, je vous vois, mais vous voyez pas. Mais On a toujours la même tête. couleur la même. Bah ouais, alors que moi, je vois bouger, donc c'est bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, non, l'échange était superbe. C'était, voilà, on a abordé forcément votre marque, etc. Mais c'est cool aussi d'avoir les retours d'expérience. C'est ça, en fait, qui est super enrichissant aussi. Si on finit rapidement, enfin, c'est quoi les next steps pour vous dans les, je sais pas, dans les mois, dans les années à venir? Difficile à dire, hein, tu sais pas Ouais, bah où ça t'emmène, mais Ouais, bah, après on est sur des développements ouais. produits, là, du coup, on en a sorti là tout Ouais. récemment, des compléments alimentaires, plus en gélules. Ah là, on est passé de un Voilà. monoproduit à 15, références, en 7 mois et il y en a pas mal. encore, quelques-unes avant l'été qui vont sortir. Bah, en été, on aura du coup Une la vingtaine, ouais. voilà et la crème, d'appoint, Ouais. qui sera Ta la crème même d'appoint, la même voilà, formule que le gel formule qui est douche en gel douche ou en crème. et voilà, c'est ça aussi, puis de Oui. continuer, de se faire connaître, Ouais. Pour l'instant, le travail, il est encore beaucoup sur la ouais. connaissance. Maintenant, effectivement, dans quelques années, on espère avoir, effectivement une envergure, qui nous permette de bien vivre déjà parce qu'aujourd'hui on ne se paye pas, hein, de cette marque, hein. Faut quand même être aussi, transparent avec les gens, même si on est à l'équilibre. Aujourd'hui on ne gagne pas d'argent. Donc, je veux dire, on arrive juste à payer nos factures, nos frais et cetera. On rentre dans nos frais, ce qui est déjà bien. Mais, la première étape, ça va être pour nous effectivement de vivre de ça et de développer le produit jusqu'à ce qu'il arrive une masse critique où effectivement, bah, il y a un flux qui fait que voilà, ça commence à être une vraie société bien construite et bien solide. Mais en 6 mois, tu es pas une société construite, hein. Je veux dire, quand tu parlais avant de NutriPure, ils ont quoi? 6-8 ans? Enfin voilà, ils sont un Ouais, peu voilà, faut quand même miser en années pour arriver à des envergures qui soient, donc on a encore du boulot. Encore beaucoup de boulot. un peu génial. Ils ont quoi? 6-8 ans? Enfin voilà, ils sont un Ouais, peu voilà, faut quand même miser en années pour arriver à des envergures qui soient, donc on a encore du boulot. Encore beaucoup de boulot. un peu génial. Moi, en tout cas, je vais vous suivre de près parce que c'est toujours intéressant. De toute façon, au salon, moi, si j'étais venu vous voir parce que je trouvais ça génial. Mais écoutez, où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur les réseaux, je mettrai tous les liens de toute façon Ouais. en commentaire. Exact, ouais, Black Belt Punch très souvent, puisque c'était notre premier produit, hein. Black Belt, c'est la marque, Black Belt Punch, le gel douche. Après, il y a Black Belt Arthro, complexe articulaire, enfin voilà, il y a toujours un Black Belt quelque chose. Et donc c'est disponible sur notre site, blackbellpunch.fr Voilà. et voilà l'Instagram, comme tu disais, c'est Et Black puis Bell si vous Punch. avez une salle et que vous voulez distribuer nos produits, bien sûr, on est preneur, évidemment. Magnifique. Mmh. Bah, merci en tout cas pour l'échange et bon courage pour le salon parce que ça va être Ouais, plus Ouais, vite. ça va être intense. on espère Ouais, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. On a hâte de les rencontrer. C'est clair. ça va être génial. Moi, j'avais fait le marathon l'année dernière de Paris parce que du coup, c'est le salon qui est avant le marathon. Ouais. Et c'est vrai que c'est un salon qui est énorme. Et en fait, tu en prends plein la vue. Et ce qui est cool, c'est que les gens sont dans un bon mood Ouais, Ouais. parce qu'ils vont faire le marathon. Enfin, donc c'est génial, quoi. ouais, c'est C'est clair. vrai que la majorité sera plus dans un meilleur mood avant qu'après, donc après, Ouais, ils vont être un peu après. éclatés, ouais, c'est sûr. Mais bon, bel exploit quand même, bravo à eux, très clairement, rien que partir déjà, c'est déjà un exploit C'est clair. et clairement, on leur souhaite une bonne course aussi. Bah, merci à vous en tout cas. Restez juste 2 secondes en ligne, comme ça je coupe l'enregistrement. Ouais. OK. Et bah, nous, on se dit rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.